messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette conférence qui vous est proposée par Acteurs de l'économie La Tribune, en partenariat avec le groupe SFC et l'INSEC qui nous accueille ici aujourd'hui, autour d'une question, autour d'un phénomène, si je peux dire, qui concerne les data. Alors avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de un peu cerner le contexte de ce dont nous allons parler ce soir, je vais vous demander d'accueillir Maud Escoffier. Bonsoir, vous êtes Je précise, vous êtes membre du comité de direction du groupe SFC, vous êtes donc un des partenaires ce soir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie d'être présents ce soir. On a connu le temps peu clément. Je tiens à remercier évidemment l'INSEC de nous accueillir dans ce lieu qui, j'espère, va nous inspirer. C'est un sujet quand même qui nous interroge tous, qui nous interpelle. Je remercie également de notre ami Acteurs d'économie pour avoir organisé cette belle soirée. Et puis, avant de laisser la parole aux spécialistes, vous avez tous découvert le petit sac de Marie. Donc, tout notre métier, c'est l'expertise comptable, l'audit et le conseil. Comme on est gourmand, vous trouverez un petit biscuit, puisqu'on a fêté nos 40 ans cette année. Plus jeune, c'est tout relatif. Ce petit biscuit, je vous conseille de le réserver pour plus tard, puisqu'évidemment, il y a un petit cocktail après qui vous attend. Et puis, vous trouverez également dans ce sac un guide du chef d'entreprise qui est assez intéressant et qui, je pense, répondra à certaines des questions que vous vous posez certainement. Voilà. Je ne monopolise pas la parole, puisqu'on a vraiment des spécialistes intéressants à écouter ce soir. Et je vous remercie. Merci à vous, Mme Escoffier. Très bien, alors peut-être en introduction, c'est quelques mots autour du sujet qui nous intéresse. Alors les data, on peut aussi retrouver sous l'appellation big data, ces données que nous générons, que ce soit consciemment ou inconsciemment, sont ni plus ni moins considérées par certains comme l'or du XXIe siècle. Lorsque vous likez par exemple le commentaire de votre ami Jean, que vous postez une photo de vos vacances au Japon, que vous effectuez un retrait bancaire pour vos courses, que vous rentrez une adresse dans un GPS, vous générez des données. Alors quelques chiffres que j'ai pu trouver, sachant que les chiffres sont toujours à prendre avec parcimonie, mais ils peuvent donner la tendance. Chaque seconde dans le monde, c'est 29 000 gigas de données qui sont générées. Chaque minute, 300 heures de vidéos et de musique sont téléchargées sur YouTube, et ce ne sont pas moins de 25 millions de messages Facebook qui sont envoyés. En 2020, les prévisions font état de 200 milliards d'objets connectés dans le monde, que ce soit pour les entreprises ou pour le grand public. Et on estime que nous générerons 1,7 mégabits de données par seconde en 2020, donc, ce qui représente, pour vous donner un ordre d'idée, un fichier de musique MP3 d'environ 2 minutes. Et il faut savoir qu'en 2016, les données ont généré 130,1 milliards de dollars. Mais là où certains voient les data comme un moyen d'améliorer notre société, comme un moyen d'optimiser son fonctionnement dans des secteurs aussi variés que l'économie, l'environnement, la mobilité, la santé et j'en passe, d'autres les considèrent comme une intrusion dans la vie privée des gens, sur laquelle nous aurions peu, voire pas de contrôle. Des scandales comme celui dont vous avez certainement entendu parler de Facebook Cambridge Analytica, je le cite parce que c'est un des plus connus, et d'autres abus des grandes entreprises qui sont friandes de data sont autant d'alertes quant à l'impact de ces données justement sur nos vies quotidiennes. Alors, entre protection de notre vie privée et avantages sociétaux offerts par les data, quelles applications concrètes ? Quels outils pour assurer un contrôle respectueux, on va dire, de la vie privée, et quelles perspectives pour peut-être un monde meilleur? C'est donc les questions que nous allons essayer de traiter ce soir, modestement répondre, autour de cette conférence, Progrès ou Big Brother, le dilemme des data. Voilà, alors peut-être avant de tenter de répondre à ces questions, il nous a semblé intéressant peut-être de situer de quoi nous parlons. C'est pourquoi je vais vous demander d'accueillir, si vous le voulez bien, Maître Christian Borel. Venez me rejoindre, Maître Borel. Nous pouvons l'applaudir. Comme ça nous donne de l'énergie. Bonsoir Maître. Alors je précise, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Jacques-Hugonitz et vous êtes notamment en charge des questions autour du RGPD. Donc c'est le Règlement Général de Protection des Données, qui est une directive, je pense, européenne, qui a vocation justement à protéger les citoyens européens quant à leurs données personnelles. Et donc finalement, qu'est-ce qu'une donnée, de quoi on parle, qui peut les utiliser et comment on y a accès? Merci, bonsoir à tous. Je vais prendre tout simplement ces grosses données parce que c'est ça dont nous parlons. Quand on parle de data, il faut savoir qu'on fait souvent un raccourci entre data et données personnelles. Les données personnelles, c'est une catégorie de data. La data en tant que telle,
c'est tout ce qui circule, c'est un terme anglais, tout ce qui circule dans les télécoms, à part les données vocales. Donc tout ce qui circule s'appelle une data. La première data qu'on a utilisée tous les jours, bien avant que nous discutions, c'est sur nos autoradios, le RDS, c'est Radio Data System, c'était une information, une donnée écrite qui circulait indépendamment de la voix. Mais de cette matière de data, on a effectivement ensuite débordé sur la problématique des données personnelles. Et donc là, il faut quand même les définir un tout petit peu, c'est que ces données personnelles, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'une information permettant d'identifier directement, donc là on entend tous le nom, le prénom, ou indirectement, les numéros de téléphone, sécurité sociale, client, les numéros d'immatriculation, donc tous ces données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne. Ça devient une donnée personnelle. Et donc, une personne peut être identifiée à partir soit des éléments que je viens de vous dire, soit du croisement de ces éléments. On rentre effectivement dans les notions après d'exploitation de ces données et de commercialisation de ces données. Par exemple, une adresse IP d'ordinateur, c'est une donnée personnelle. À titre d'exemple, on en a des tas d'autres, mais même si c'est numérique, si simplement ce sont des chiffres, ça permet d'attacher à quelqu'un et ça devient une donnée personnelle. Donc, comme on vous l'a dit, ça présente un intérêt financier considérable, mais il faut savoir que ces données, elles avaient déjà un intérêt avant. Les informations nominatives étaient commercialisées par le biais de fichiers, de réseaux que l'on vendait. La fortune des annuaires des pages jaunes s'est faite sur la commercialisation des fichiers clients de numéros de téléphone qui ont ensuite été commercialisés aux entreprises. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est la multiplication de la gestion de ces données à travers des algorithmes, du traitement de ces données, qui fait que d'une valeur, je dirais, économique normale, un fichier client que vous achetiez à l'époque, c'était globalement, quand vous achetiez pour 100 000 euros de fichier client, vous aviez déjà un fichier client énorme. Et c'est tout ce qu'on avait. Aujourd'hui, on ne parle plus de milliers d'euros. On ajoute des chiffres derrière parce qu'effectivement, on parle de milliards. Donc c'est l'apparition de l'exploitation de ces données personnelles qui en a fait un sujet d'actualité et qui en a fait un sujet de réglementation, parce que vous avez donné tout à l'heure des exemples du traitement de ces données et des abus dans le cadre du traitement de ces données, ce qui fait que d'abord au niveau européen, puis ensuite au niveau français, on a essayé de réglementer l'utilisation de ces données. Alors, pardon d'être un peu précis, mais c'est obligé d'être dedans, c'est le fameux RGPD, le règlement général sur la protection des données. C'est une directive, c'est un règlement européen qui est de 2016, qui a été intégré en 2018 dans notre droit français, et c'est quelque chose qui réglemente pour tous les acteurs de ces données leur traitement, leur collecte, leur traitement, et ensuite leur commercialisation. Donc on en a un peu parlé, vous en avez tous eu tous les jours une vérification, puisque depuis 6 mois, sur chaque application, sur chaque site que vous renseignez, on vous indique est-ce que vous avez bien validé le fait que l'on collecte vos données personnelles, qu'on les utilise ou autre. C'est l'application mathématique de ce règlement RGPD, de cette réglementation, qui dit qu'on doit effectivement collecter sous certaines conditions. Donc je vais revenir 2 mots sans rentrer sur le détail, parce que c'est un règlement qui est un petit peu complexe, mais ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que tout organisme, c'est pas simplement une entreprise, c'est tout organisme, quelle que soit sa taille, son pays d'implantation, son activité. La condition de l'application de cette réglementation, elle est il faut qu'on soit sur le territoire européen, puisqu'on régit une réglementation européenne, et 2, il faut que son activité cible des résidents européens. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez les GAFA qui sont implantés aux États-Unis ou ailleurs, mais qui ciblent des résidents européens, ils doivent se conformer à cette réglementation, normalement. Je dis bien normalement parce qu'effectivement, la mise en pratique est un peu laborieuse. Donc, c'est un des sujets de discussion qu'on pourra avoir ce soir. Donc, pour se mettre en conformité, on a obligé ceux qui collectent ces informations à les collecter d'abord de façon licite. Ça peut paraître surprenant, mais c'est quand même le premier terme de la réglementation. Ça veut dire qu'elles aient droit au moins et qu'elles le fassent légalement, parce qu'il y a tout un tas de collectes qui étaient faites de façon illicite, donc c'est la première clé de cette réglementation. Ensuite, de façon loyale et transparente, d'où les demandes de validation que vous avez tous reçues sur chaque fois que vous étiez inscrit sur un site, on vous a demandé est-ce que validez-nous que
vous êtes d'accord pour que nous utilisions vos données personnelles à telle et telle fin. C'est rentré également là-dedans, c'est-à-dire que ça doit être transparente, vous devez en avoir connaissance, et ça doit être loyal, on doit vous indiquer pour quelles raisons on collecte ces données. Et puis, le RGPD est venu même aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il demande à ce que ce soit une collecte qui soit adéquate et limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous demander n'importe quel renseignement, vous n'avez pas 30 pages à répondre, si ce n'est pas nécessaire, on doit regarder la corrélation entre la collecte des informations qu'on vous demande et la nécessité d'utiliser ces informations. Si vous inscrivez sur un site de bricolage, on n'a pas à vous demander d'autres renseignements qui n'ont rien à voir avec cela. Tout ça est mis en place maintenant de façon assez claire et je dirais assez uniforme pour tout le monde. Et le dernier élément de cette réglementation, c'est qu'on s'est aperçu que dans le temps, ces données pouvaient évoluer, pouvaient être commercialisées, et on vous a donné un droit d'accès à ces données et de modification, ce qui est toujours très compliqué, mais le fait que vous puissiez dire que vous vouliez arrêter que telle et telle entreprise utilise ces données, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les acteurs de ces collectes doivent indiquer comment elles gèrent cette collecte de données. Est-ce que c'est sécurisé? On revient à la problématique du scandale de Google ou autre, c'est-à-dire comment c'est fait, est-ce que c'est sécurisé, et combien de temps ces données sont conservées. Et nous, je dirais avocats ou acteurs de ces problématiques-là, on indique à nos clients effectivement qu'il faut toujours les conserver une certaine durée, mais dans le temps, et indiquer qu'ensuite ces données doivent disparaître. De toute façon, la valeur économique de la donnée, le facteur temps dans la valeur économique est très importante. Une donnée de 10 ans en arrière, elle peut certes avoir une valeur pour les études, mais elle n'a pas de valeur d'impact immédiate. Donc cette notion-là, elle vient directement de la perte de valeur économique qui fait qu'on doit nettoyer et on doit retirer ces éléments. Je termine sur le problème du RGPD, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer, si certains d'entre vous sont peut-être concernés par rapport à cette réglementation RGPD qui fait couler beaucoup d'encre. Bien, on doit recenser les données dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on collecte exactement comme données? Et là, on s'aperçoit effectivement, quand on fait ce travail avec nos clients, qu'il y a énormément de données qui sont collectées et pas toujours à bon escient. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on doit repérer des traitements à risque de ces données. Quand on les collecte, comment les stocke-t-on? Qui a accès à ces données? Est-ce que tout le monde y a accès? Certains? Comment? Donc ça, c'est le deuxième élément de ce travail de conformité par rapport à cette réglementation RGPD. Et puis 3, effectivement, l'information des usagers, je l'ai dit tout à l'heure, mais également de différents salariés, prestataires de l'entreprise. C'est que tout le monde doit savoir que l'on collecte des données, qu'elles sont collectées de telle manière, qu'elles sont stockées de telle manière, et qu'on ne peut pas y avoir accès à telle et telle situation. Donc ça rentre ensuite dans le détail de cette réglementation avec la sécurisation des données. Pour terminer, ce n'est pas juste une hypothèse d'école, ce fameux règlement RGPD, parce que des sanctions sont prévues pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces dispositions. Elles sont par rapport au chiffre d'affaires. Ça peut être 2 à 4% du chiffre d'affaires, donc ça peut représenter quand même des sanctions qui sont importantes. Et dernier élément par rapport à ça, c'est que vous avez un organe qui s'appelle la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, qui est maintenant, qui a pris une utilisation et qui est maintenant un petit peu le gendarme par rapport à cette utilisation. Alors auparavant, quand on créait des fichiers, quand on constituait des fichiers, on devait les déclarer à la CNIL. Ça devenait beaucoup trop lourd à gérer pour la CNIL. Donc, dans le règlement RGPD, on a modifié les choses. C'est plus déclaratif, c'est que vous devez être en conformité avec ce règlement. Si vous êtes en conformité avec ce règlement, vous pouvez avoir vos fichiers et traiter vos fichiers de données. Mais la CNIL exerce ce contrôle. Alors, en pratique, ça fait 6 mois que c'est obligatoire. On n'a globalement pas d'exemple à donner de contrôle de la CNIL, puisqu'elle est dans une mission plutôt de normalisation et de réglementation. La CNIL, vous pouvez aller sur le site internet de la CNIL si vous avez des interrogations. Elle réglemente des fiches précises. On a créé des fonctions. Enfin, vous avez énormément de renseignements là-dessus, plus que ce que vous pouvez trouver partout ailleurs, parce que moi, vous avez des éléments qui sont extrêmement fiables et à jour par rapport à cela. Mais je pense que la CNIL va encore mettre 6 mois, 1 an à digérer cette réglementation et à mettre en place des contrôles qui soient précis et des normes qui soient précises. Et puis on verra dans un second temps ce qu'elle va faire. Clairement, je doute, alors que ce sont les GAFA qui sont ciblés,
je doute qu'on ait demain, au bout d'un an, une procédure contre un petit GAFA diligentée par la CNIL. On verra si après ça devient des décisions qui sont des décisions politiques, qui ne sont plus des décisions juridiques. Donc on verra si c'est au niveau français, au niveau européen, ce qu'il en est. Mais en attendant, je crois que d'une façon générale, pour avoir traité énormément de problèmes de traitement de ces fichiers, unanimement, l'opinion nous indique que finalement c'est pas une mauvaise chose, parce qu'en fait on nettoie des données que l'on a, que l'on collecte et qu'on ne sait pas quoi faire. Donc globalement, on fait un coup de ménage, on nettoie les placards, on enlève les produits qui sont un peu avariés, on garde ce qui est récent, et puis on voit comment on le traite, ce qui est une bonne chose, ce qui est une chose positive pour tout le monde. Donc voilà, très rapidement, parce que je pense que rentrer plus dans le détail va alourdir un peu le débat, les éléments que je voulais vous indiquer. Les datas, ce n'est pas simplement les données personnelles, les données personnelles sont une des datas, et ce règlement RGPD qui est venu réglementer ces données et l'utilisation de ces données personnelles impacte notre vie à tous, on en a tous des exemples maintenant, et nous sommes simplement au début de cet impact, c'est-à-dire que peut-être que la réglementation intervient après les abus et après l'explosion du traitement de ces données dans la presse. Dans tous les cas, elle essaie de rattraper ce retard, et je dirais que quelque part, il ne va pas falloir être le premier à se faire attraper par la CNIL, parce que celui-là, il va servir d'exemple pour les autres. Et donc ça va être assez compliqué à gérer. Mais encore une fois, et vous terminez, je doute que ce soit un des 5 GAFA qui soit le premier à se faire attraper par la CNIL. Un grand merci, Maître Borel, pour ces éléments de mise en contexte. Je vous l'applaudir, merci. Effectivement, l'avenir nous dira comment ça se passera pour le traitement de nos données. Alors voilà, donc pour cette mise en contexte, nous allons donc un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, nous avons ce soir 3 intervenants aux casquettes différentes, mais qui sont autant d'experts sur la question. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Denis Jacquet, entrepreneur, président de l'Observatoire de l'ubérisation. Vous nous rejoindre, monsieur Jacquet. Bonsoir. Vous pouvez l'applaudir. Également Laetitia Rancurel, vous êtes directrice du TUBA, donc le TUB à expérimentation urbaine, pour ceux qui ne connaissent pas, et secrétaire national du réseau thématique Clean Tech Mobilité de la French Tech. Bonsoir, merci d'être avec nous. On l'applaudit, merci. Et enfin, Clément Levallois, vous êtes professeur associé à l'EM Lyon Business School, responsable du Data Research and Development Institute, co-directeur du MSc in Digital Marketing and Data Science. Merci pour mon accent. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous tous les trois. Alors, si on récapitule les datas, nous générons, citoyens, des données, des datas, qu'elles soient personnelles ou non, on l'a bien compris. L'idée étant que ces données sont collectées par un certain nombre d'acteurs, d'institutions, d'entreprises. Elles sont maintenant aujourd'hui réglementées dans une certaine mesure. Elles sont analysées, triées. Mais une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, au final? À quoi ça sert de collecter toutes ces datas? Alors peut-être commencer par vous, Madame Rancurel. Alors le TUBA travaille notamment, entre autres, avec la métropole de Lyon autour de ce qu'on appelle la question de la Smart City. Et les données jouent un rôle justement très important. Vous pouvez donner un exemple de à quoi servent nos données? Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Oui, effectivement, elles sont collectées, mais elles sont aussi mises à disposition, ces données. Et c'est toute la raison d'être de TUBA, qui a été créée maintenant il y a 4 ans, effectivement sur l'impulsion de la métropole de Lyon. Donc TUBA a cette vocation de créer la ville de demain avec une logique où on va s'appuyer sur la donnée disponible. Et la donnée disponible, on l'a, elle est accessible via tout moteur de recherche sur la plateforme data-grandlyon.com. On a plus de 1000 jeux de données disponibles, données qui font la ville. Ça peut être des données de mobilité. Alors, la donnée assez simple que je peux vous donner et que vous pouvez aller retrouver, c'est la disponibilité en temps réel des vélos, par exemple. Et l'objectif de TUBA, c'est de créer des projets avec différentes natures d'acteurs, et ces différentes natures d'acteurs ont tous des données différentes, et d'aller les mixer pour créer des projets d'innovation et de créer ces projets dans l'optique de bien vivre la ville de demain. Ce qu'on appelle au niveau international la Smart City. Bon, on n'est pas très fiers de la traduction ville intelligente parce que il y a une certaine forme d'eugénisme dans cette logique intelligente, mais en tout cas, la ville de demain passe effectivement comme fil conducteur à travers ces données, avec une volonté qu'ont les entreprises d'ouvrir leurs données. Alors, quand on parle collectivité en premier lieu, et puis entreprise, ça peut être des grands groupes, ça peut être des PME, et puis on a aussi des startups qui se créent à partir de ces données disponibles et qui créent un service. Et la particularité de TUBA, c'est qu'on va identifier, on va prototyper ce service, on va l'expérimenter avec le citoyen, puisque c'est un lieu ouvert.
On propose que le service soit imaginé avec les citoyens qui, demain dans la ville intelligente, se servira de ce service, s'appropriera ce service. Donc il y a une logique de co-construction avec les citoyens et les institutions, les entreprises. Alors d'accord, il y a un mot qu'on pourrait dire pour qualifier ce que vous venez d'exprimer, c'est le côté optimisation finalement des services. Alors peut-être, Monsieur Levallois, au travers de votre activité, est-ce que vous avez d'autres exemples dans un autre secteur, peut-être de l'utilisation de la data? Oui, c'est tout le secteur des IoT, des objets connectés, où la data, en fait, les données viennent offrir des services supplémentaires aux objets existants. Il y a par exemple tous les objets connectés, ça peut aller des objets pour les consommateurs, un objet, un bracelet connecté pour mesurer son pouls, etc. Mais dans l'industrie, ça peut être aussi si on pense à l'agriculture, par exemple, ça peut être un tracteur connecté pour mesurer très précisément l'ensemencement d'un champ, ce genre de choses. Donc en fait, les données peuvent être collectées tout simplement en connectant les objets de notre quotidien ou les objets dans l'industrie. Ça vient supplémenter leur fonction première. Donc il y a encore cette logique d'optimisation. Améliorer la productivité, par exemple. Alors ça, c'est du point de vue de l'entreprise, effectivement, ça permet d'optimiser ces processus de production, mais ça permet d'augmenter les services aux clients ou à l'utilisateur final. Là, on n'est pas trop dans l'optimisation, mais plutôt dans l'enrichissement des services à la Monsieur Jacquet, alors, comme je vous ai présenté, vous êtes effectivement président de l'Observatoire de l'ubérisation, donc c'est intéressant. L'ubérisation, je pense que tout le monde connaît ce phénomène, qui est notamment permis grâce aux données. Sans les données, on n'aurait jamais pu constater l'ubérisation et ce phénomène qui prend une échelle mondiale. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce soit à l'échelle d'une métropole, d'un pays éventuellement comme la France ou du monde, les données sont partout. Oui, je le confirme. Je vous trouve très beau avec ça. Vous êtes très bien. Le premier qui met la main dedans, on le voit tout de suite. Donc, voilà, j'ai collecté cette donnée assez rapidement. Et je pense que la donnée, en fait, c'est à la fois un vrai et un faux sujet. C'est-à-dire que la data, on en a tout le temps, depuis qu'on est tout petit, avant qu'il y ait Internet, avant qu'il y ait de l'informatique. La data, on en collecte. Et finalement, la seule question qui va, est de savoir ce qu'on veut en faire et à qui ça sert. À titre individuel, à titre collectif, c'est quoi la société qu'on veut bâtir à travers la donnée? En fait, c'est ça la réalité, c'est que ça devient un élément tellement puissant qu'on peut bâtir ou déconstruire une société, la vision d'une société, voire même le fait d'influencer ceux qui vont décider d'une société qu'en réalité on va les inciter à croire qu'ils sont en train de faire tente au XXIe siècle, mais quelque part, c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Et moi, je suis toujours assez amusé parce que on arrive dans un siècle où on commence à se demander pourquoi on devrait protéger la data. C'est-à-dire qu'avant, quand on l'a donné contre notre plein gré, vous savez, un grand philosophe français qui s'appelait Richard Virenque, le cycliste, a mis ses mots plein gré. C'était quand même un grand philosophe français du XXe siècle, vous vous souvenez certainement. Et en fait, avant, on nous l'a piqué, on ne disait rien. Bon. Okay. Maintenant, on la donne et on se plaint. Donc il y a un truc qui me semble un peu bizarre, c'est-à-dire que chacun est en train de se photographier de nombril à longueur de journée, de le partager avec 5000 de ses meilleurs amis, puisqu'on a tous 5000 amis très intimes. Et dans le même temps, avant on me l'a piqué, personne n'a jamais rien dit. Donc, parce que simplement aujourd'hui la masse est telle et les enjeux économiques sont tels que certains se disent, bon, alors ça va profiter qu'à la Californie, à la Chine, il faut peut-être qu'on se réveille un peu, et l'Europe tout à coup s'aperçoit qu'il y a Internet, parce qu'on a mis un certain temps sur beaucoup de sujets à s'apercevoir que les choses avançaient, prise qui est dans ces débats politiques et technocratiques, à un moment donné, je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais servir à quelque chose et je vais faire la RGPD, qui va être juste le plus grand ennemi de l'Europe qu'on n'aura jamais inventé, encore un reste de technocrates qui va s'écrouler, parce qu'il va être profiter aux gros, et les gros, ils ne sont pas drogués. Donc, c'est encore pas la bonne méthode, et en tout cas, elle est très insuffisante, parce que faire une réglementation sur la donnée sans prévoir en même temps l'investissement pour créer ses propres champions est juste une utopie totale. C'est-à-dire si on veut vraiment qu'elle profite à nos champions, il faudrait qu'on ait ces champions. Donc l'un sans l'autre n'a aucun sens. Intellectuellement, elle en a un. Politiquement, elle en a un. Pratiquement, malheureusement, ça va se retourner contre nous et ça commence déjà à le faire, on ne le voit pas à travers les premiers chiffres. Donc, et la dernière chose qui est amusante, moi j'ai vécu au Maroc de 2000 à 2005 et
Et au bout de 6 mois, je suis enfin devenu relativement ami avec mes voisins, et comme ça arrivait souvent, à salle 2, donner des terres ou des choses à gens qui ne récompensaient pas. Et moi, je me suis retrouvé locataire de terrain qui appartenait au ministère de l'Intérieur, qui est quand même, à l'époque de la salle 2, juste le ministère qui compte le plus. C'est des gars pas très rigolos d'ailleurs. On est du temps, pas secret, ils ne partagent pas grand-chose comme data, mais eux, ils l'absorbent. Et au bout de 6 mois, on devient assez amis, bon, on restait d'ailleurs très amis depuis. Et il me dit, Denis, venez, je vais vous montrer un petit peu ce que vous avez fait depuis 6 mois au Maroc. Je vous rappelle, on est à peine en 2000, donc Internet en France, pour acheter un paquet de spaghettis, c'est 3 heures avec un modem, donc la donnée collectée, si vous voulez, était encore assez limitée. Et là, il m'explique tout ce que j'ai fait les 6 derniers mois. Où je suis allé, qui j'ai rencontré, ce qui m'est arrivé. Un jour, on a volé dans ma maison. Le lendemain midi, j'avais la totalité de ce qui m'avait été volé qui était récupéré. Y compris même des petits cadeaux qui n'étaient pas à moi, que j'ai quand même gardé par discrétion. C'est bon, c'est un cadeau du Maroc, merci. Donc, ce qui signifie que la data et la collecte des data, comme disait notre directeur personnel, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, en fait, c'est que le gardien de mon immeuble reportait au gardien du quartier, qui reportait au commissariat, qui reportait au ministère de l'Intérieur. Il avait une vision complète, que du papier, pas d'Internet, c'est pas un phénomène nouveau. C'était les données, on va dire, d'avant l'ère Internet. Alors il y a une notion intéressante de ce que vous avez dit, en fait finalement la donnée est neutre, elle est ni bonne ni mauvaise, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Au final. La data en elle-même, elle n'a pas de signification, c'est comme Internet, ça ne veut rien dire, c'est un tuyau. Donc la data, on va à l'école, on a consommé de la data tous les jours, depuis qu'on est né, on consomme de la data, notre cerveau la processe, etc. La vraie question est de savoir, aujourd'hui, dans un monde qui est dominé principalement par la Chine, sans qu'on s'en aperçoive, et par la Californie, et de savoir pourquoi le reste du monde n'a pas de capacité de s'imposer économiquement grâce à la data. C'est ça le vrai sujet. Et Clément, vous voyez réagir au propos un peu de... Oui, je suis pas d'accord du tout. C'est pas moi. J'ai fait 2 heures de train, je peux être d'accord avec tout ce que je dis. Non, parce que des fois, je dis dans la presse que la Chine est en avance. Donc la Chine a mis en place depuis cette année ou l'année dernière le Social Credit System, donc le système de crédit social, qui consiste à noter le milliard et demi de ses citoyens sur un index, sur une échelle numérique. Et cet index est déterminé en fait par toute une série de données collectées sur ces citoyens chinois et des données du style des données qui sont compris politiques et en fonction du crédit octroyé par l'État à ces citoyens, ces citoyens se voient accorder des libertés ou restreindre des libertés. Liberté de voyager, liberté de trouver des emplois, liberté de mettre leurs enfants dans certaines écoles. Et toutes ces données qui permettent l'établissement de ce score, c'est des données collectées notamment par des systèmes de vidéosurveillance publique. En 2019, toutes les voitures chinoises vont devoir avoir une puce GPS dans tous les véhicules. Donc je pense que la RGPD nous prémunit, pas seul évidemment, mais c'est un excellent pas pour nous prémunir de la donnée telle qu'elle pourrait être exploitée soit par des géants du numérique, mais à échelle comparable par des États. C'est-à-dire qu'elle définit dans le droit et de façon collective, pas simplement pour la France, mais pour un territoire d'une très grande taille, des droits fondamentaux des citoyens à l'ère numérique. Laetitia, vous voyez acquiescer? Je voulais revenir sur les usages de la donnée. Aujourd'hui, la question, c'est la grande variété de données ouvertes et l'accessibilité de ces données, effectivement, à ces géants du numérique. On vient de terminer le Web Summit, qui est l'événement web de Lisbonne. Cet événement s'est déroulé en demi-teinte, où Tim Berners-Lee a vraiment annoncé qu'il avait une impression. Alors, Tim Berners-Lee, pour info, c'est un des papas du web, c'est le premier qui a inventé un protocole de communication entre ordinateurs. Et donc lui se lance dans un projet qui s'appelle le projet Solid, où il va prôner le web décentralisé. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la pluralité des données et le grand nombre de ces données permet à ces géants du numérique d'avoir une information très précise de qui on est, et on se doit effectivement, grâce au RGPD, de protéger notamment les plus fragiles. Je voulais revenir sur l'usage des données, effectivement, pour vous donner un exemple, en revenant sur les sujets de cette ville et de cette smart city. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, qui a Waze sur son téléphone? Levez la main comme ça, se déplacer. Voilà. Donc Waze,
Vous ouvrez votre donnée aujourd'hui à Google. Waze, lorsque vous êtes dans une zone de trafic, vous incite à sortir de cette zone de trafic et vous fait, par exemple, dans des lieux comme des grandes villes comme Lyon, on a des zones protégées, des zones 30, et elle vous propose cet itinéraire de délestage. Or, si vous tombez à 4h30 aux altitudes d'une école, on va avoir plus de trafic devant cette école, ce qui ne permet pas de protéger au mieux les enfants. Donc aujourd'hui, cette donnée, elle est exploitée. La question qu'on peut se poser, c'est comment une collectivité va permettre de pouvoir se prémunir de cette mauvaise utilisation de la donnée personnelle pour continuer à protéger ces zones 30. En revanche, vous ouvrez votre donnée, par exemple, mettons que la collectivité tiers de confiance, vous sortez de votre stationnement et vous aurez votre donnée indiquant que vous quittez votre parking. Là, on va avoir des gens qui cherchent à se garer. Et plutôt que de faire 3 fois le tour du pâté de maison, va directement avoir l'info et va se garer plus facilement. Et là, on parle de qualité de l'air, etc. Vous voyez où je veux en venir. Donc en fait, effectivement, il est bon d'ouvrir sa donnée, mais à des tiers de confiance et dont on sait l'usage que ce tiers va en faire. Voilà. D'accord. Alors c'est un élément que disait Maître Borel, c'est vrai que les abus, pour parler des abus, on les constate a posteriori. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression aussi qu'en fait on ne nous a jamais vraiment demandé notre avis sur l'exploitation de ces données. Donc est-ce qu'il y a une notion de responsabilité citoyenne dans la gestion des données ou est-ce qu'au final on subit un phénomène qu'on n'a peut-être pas demandé? On fait à nouveau beaucoup de choses à la suite de notre plan. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi il m'obsède ce soir. Il est peut-être présent ici ce soir. En fait, ce qui est très perturbant pour nous, en tout cas à l'Observatoire et sur ce qu'on regarde dans le monde, c'est qu'on est le seul continent dans le monde qui utilise Google à plus de 90%. J'ai toujours pas réussi à déterminer pourquoi on était aussi débiles. Donc, pourquoi est-ce que l'Européen fait plus et pire que n'importe quelle personne dans le monde? C'est-à-dire aux États-Unis, Google, c'est 62% du trafic. Je ne sais pas où ils en sont en Afrique, qu'ils ont énormément grimpé. Mais pourquoi c'est mauvais d'utiliser Google? Pourquoi c'est mauvais d'utiliser Google? Parce que, puisqu'on se pose la question de la data, c'est de savoir la puissance. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la puissance économique que ça détermine derrière. Bon, à partir du moment où 92% de 500 et quelques millions d'individus utilisent Google, toute la data finit en Californie. Point. Donc avec ceux qui, potentiellement économiquement, sont nos compétiteurs, pas nos ennemis, nos compétiteurs. Donc ce qui signifie que les Chinois, je ne suis pas du tout en admiration devant le modèle chinois, mais par contre sur la façon dont ils le déroulent par rapport à leur projet politique, il est juste exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils ont dit on va maintenir une enclave communiste avec des méthodes capitalistes et ils y arrivent d'une façon qui est juste invraisemblable. Il n'y a pas un pays au monde qui est plus fort que la Chine aujourd'hui. Donc, à nouveau, je le répète, ce n'est pas mon modèle, je le dis juste en termes de déroulement, quand vous regardez les plans quinquennaux des 20 dernières années, quasiment tout est appliqué à la lettre et c'est assez spectaculaire. Donc ce qui veut dire que moi, quand je m'intéresse à ce qu'on est en train de construire nous en Europe, la question c'est, en France, on a quoi? On a vente privée, showroom privé, Sarenzas, partout, à part vente privée, il n'y a pas une de ces boîtes qui gagne de l'argent. Donc aujourd'hui, la data qui est collectée, la seule qui vaille de l'argent, c'est celle que collecte Google. Bon, et Facebook, effectivement. Donc, et les deux autres plus grosses valorisations mondiales sur le Nasdaq aux États-Unis, c'est deux boîtes chinoises. C'est Tencent et c'est Alibaba. Ça a été les records mondiaux de valorisation des capitales. Ça veut dire que à chaque fois que vous utilisez Google, vous êtes en train d'alimenter la suprématie d'un autre continent que le vôtre. Et je ne comprends pas pourquoi les États-Unis, effectivement, l'utilisent à 60%, quand nous l'utilisons à 90%. Et donc, c'est vrai que c'est une grande satisfaction de voir que Quant, ce moteur de recherche français, super bon copain, mais qui a choisi un nom qui est juste, excusez-moi du terme imbitable, enfin, pourquoi s'appeler Quant? À moins de détester les clients. Mais, donc, je l'implore tous les jours de le changer, mais c'est trop tard. Mais Quant, qui préserve vos données personnelles, en très large partie, augmenté au début de 30% tous les 2 ans, puis tous les ans, puis tous les mois, et maintenant 30% chaque semaine. Parce qu'on a enfin compris, l'État utilise Quant maintenant, l'éducation nationale, Quant Junior, les ministères, Bruno Le Maire, qui montre l'exemple, etc. Et puis progressivement en Allemagne, et puis demain en Afrique, etc. Donc la première chose, c'est supprimer Google, non pas parce qu'on est anti-américain, moi j'adore les États-Unis, j'ai vécu et je vais d'ailleurs y retourner vivre l'année prochaine, j'adore les États-Unis, j'ai pas de problème avec ça. Mon problème principal, c'est que je suis français européen et ce qui m'intéresse, c'est comment on rebondit.
Et on ne rebondira pas tant que nous, consommateurs, on revient à votre question, on n'aura pas pris la responsabilité de savoir que quand on fait un choix d'une application, on fait aussi le choix d'un modèle économique, d'une suprématie ou d'une servitude économique, d'un avenir ou d'une absence d'avenir, ou de l'avenir vécu à travers les autres. Donc c'est ça qu'on doit réaliser. Quand vous prenez Deliveroo, moi j'ai rien contre Deliveroo ou contre Uber, on se voit tous les jours, on discute ensemble pour des modalités meilleures pour les indépendants. Mais la vraie question c'est que soit vous prenez Amazon, vous dites c'est super, c'est pas cher. Et moi j'adore les gens qui disent c'est pas cher. Parce qu'ils oublient juste, c'est qu'à un moment donné, si c'est pas cher, c'est quelqu'un qui paye. Et qu'en général, que ce quelqu'un qui paye, c'est celui qui est tout en bas de la chaîne. C'est-à-dire le livreur qui est à 8 ou 9 euros de l'heure, qui n'a aucune retraite, aucun chômage, aucun avenir, aucune formation. Et on dit, oh, c'est génial, j'ai Amazon Prime, ça me coûte 20 balles par mois. Non, c'est en train de coûter l'avenir de ton emploi dans ton pays. Donc à un moment donné, c'est le consommateur qui est responsable. Ils n'étaient pas conscients de ça, le consommateur. Mais parce qu'il arrête d'être scotché sur son portable toute la journée, collé sur l'écran, il le décolle 5 minutes et qu'il réfléchit au monde. Donc le premier truc passe par l'éducation. Il faut effectivement que l'éducation, du plus jeune âge jusqu'à l'âge de 21 ans, regardez, de moins de 20 ans et plus de 60 ou 70, il faut qu'on soit tous éduqués sur le fait qu'en choisissant une appli, on ne choisit pas simplement une simplicité d'usage, on choisit un non-avenir ou un avenir économique. Alors, Clément, c'est intéressant, parce que quand on a échangé pour préparer cette conférence, vous m'avez cité le terme de pacte faustien, que j'ai beaucoup aimé. D'accord, il faut éduquer le citoyen. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quand on remplit les contrats, vous savez, quand vous passez vraiment des commandes sur Internet, vous déroulez, je pense que comme moi, vous ne les lisez jamais. À la fin, vous mettez j'accepte. Maintenant, vous allez accepter les cookies. On pourrait dire que les gens sont au courant au final de ça. Donc, c'est le terme de pacte faustien, vous entendez quoi derrière? Dans le fait qu'on est tous au moins implicitement conscients que la gratuité du service a en fait un coût, par exemple sa propre exposition à des publicités, ou comme on le disait, le coût réduit d'un service tel que la livraison par Amazon, effectivement, se paye par d'autres personnes dans la chaîne de valeur, vont payer par les emplois mal rémunérés ou avec une faible protection sociale. Donc je pense qu'encore une fois, la RGPD offre quelque chose d'intéressant ici, puisque plutôt que d'accepter une fois une espèce de donner son consentement de façon générale à un service, ce que vient faire la RGPD, c'est découpler tous ces mini accords qu'on donne, et notamment ça vous permet de réaliser que vous pouvez donner un accord pour collecter des données à votre proto, qui sont des données nécessaires à la réalisation du service, mais vous pouvez en fait désélectionner les données qui sont relatives à un usage publicitaire. Donc si on prend ce petit temps, on réalise qu'en fait un énorme, grand nombre de services sont générés par la publicité, et ce qui rend possible leur gratuité. Mais donc, ça nous renvoie à notre propre responsabilité. Est-ce que la gratuité vaut vraiment le fait qu'on ait accès à des médias sous-alimentés financièrement, ce genre de choses. Donc, quand on en parlait, je citais aussi l'exemple de cette sociologue turque qui avait fait un éditorial dans le New York Times où elle interpellait Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, en lui réclamant de pouvoir payer Facebook 2 € par mois, en échange de quoi sa donnée ne serait pas utilisée à des fins de ciblage publicitaire. Bon, c'est resté lettre morte. Mais c'est autre exemple encore de cette semaine, j'ai vu l'interview du fondateur de WhatsApp. WhatsApp, que vous connaissez tous, qui s'est fait racheter par Facebook il y a 2 ans. Les fondateurs de WhatsApp avaient vraiment dans la mission de leur produit de ne jamais mettre de la publicité dedans. Et WhatsApp s'est fait racheter pour 20 milliards, je crois, quelque chose comme ça, par Facebook. Et le fondateur explique qu'on leur avait promis qu'il n'y aurait jamais de pub dans WhatsApp. Et la pub va arriver dans WhatsApp l'année prochaine. Et le fondateur disait « I'm sold out ». Il culpabilise, et il est milliardaire, mais il le dit clairement, je suis en vendu.
Et ce dilemme de ce fondateur, on l'a tous en fait, quand on sent, peut-être en particulier si on a des enfants, je pense, moi je suis jeune papa et je vois que ce que j'accepte à la limite pour moi-même, parce que bon, eh ben, j'aimerais beaucoup que les enfants ne fassent pas ce choix, et j'aimerais donc beaucoup que la société s'équipe de mécanismes, que ce soit la société via son État, voire une force entrepreneuriale, mais qu'il y ait des mécanismes qui se développent pour qu'on invente des solutions alternatives à la gratuité versus ciblage publicitaire. Justement, parce qu'on parle notamment de valeur financière, tout à l'heure je citais ce chiffre en 2016, c'était 130,1 milliards de dollars générés par les data de tout le monde. Est-ce qu'un jour, parce que les data c'est quelque chose qui m'appartient, on fait de l'argent avec, est-ce qu'un jour on pourra imaginer que les data soient rémunérées? Que mes data, chaque fois qu'elles sont utilisées, je touche des dessins. Pour illustrer ça, on travaille ici sur une expérimentation sur le territoire de la métropole. Donc, il y a un projet qui s'appelle Les Infos, qui a été lancé par le think tank La FIG, qui travaille sur les nouvelles générations d'Internet, qui est parisien, et qui a lancé toute une réflexion autour des données personnelles, le self data. Par exemple, pour une ville, on parle effectivement des données de collectivité, de grandes entreprises, d'objets connectés, d'objets de connectés de trafic, mais aussi la donnée personnelle est une dimension importante pour imaginer la ville de demain. Et donc on travaille ici sur ce projet, qui est donc issu d'un think tank, par définition un think tank réfléchi, et puis nous on essaie de le mettre en œuvre. Et donc on a des pionniers d'expérimentation sur ce sujet, et l'objectif en fait, c'est quand un citoyen ouvre sa donnée, elle lui est restituée sous forme de service et il peut en faire ce qui lui semble intéressant pour lui, ce qui a du sens, ce qui a une fin pour lui, ce qui a une finalité pour lui. Et on a des partenaires comme la Poste, comme la Maïf, et les pionniers d'expérimentation vont ouvrir cette donnée personnelle dans des clouds qui sont sécurisés, donc personnels, puis les entreprises peuvent s'emparer de ces données qui sont anonymisées et proposer des services pour optimiser son budget par exemple, ou pour mieux consommer l'énergie de son logement, optimiser cette énergie, etc. Voilà, donc on a plusieurs entreprises qui s'en sont emparées et reproposent ensuite à ces pionniers d'expérimentation des services à partir de leurs données personnelles. Et encore une fois, on est un petit peu dans cette évolution finalement où j'ai conscience de la donnée que j'ouvre, je l'ouvre, j'en suis d'accord, et j'ai en retour un service qui me convient, qui me correspond et qui a une finalité pour moi. D'accord. Denis, je vois ça. Oui, alors je trouve que c'est une super, c'est vraiment un débat très intéressant. C'est-à-dire que soit on essaye de réformer les choses par le haut, effectivement on a parlé des RGPD, de choses comme ça qui passent par l'État. Bon, moi j'y crois pas, vous avez bien compris, mais regardez simplement combien vous avez reçu de mails vous proposant de regarder les conditions générales, soit vous l'avez jeté, soit vous ne l'avez pas lu. Donc en réalité, vous continuez à laisser vos données. Et surtout, par contre, quand vous avez dit attention, si tu signes plus là, tout de suite, vous avez tout lu, et s'il y avait eu 300 pages, vous l'auriez lu. Bon. Donc, on revient au fait, malheureusement, ça a donné une prime en gros. Et quand on parle de la portabilité de la donnée, si demain Amazon devient ce qu'il va devenir, c'est-à-dire que les gens, le patron d'AXA avec qui je discutais de l'Alliance, me disait, mais demain, si la portabilité de données, et tout à coup Amazon est devenu le premier assureur du monde, puisqu'il sera le premier vendeur de produits du monde, donc forcément il va assurer les produits qu'il vend, et puisqu'il vendra tout, il assurera tout, sauf qu'il laissera le risque à l'assureur et la marge chez lui. Et donc le résultat, c'est qu'effectivement, à un moment donné, la portabilité des données dit, moi, AXA, Alliance, Generali, toutes ces marques européennes, on filera notre donnée à Amazon. Merci la RGPD. Donc, du coup, c'est ça qui va se passer. Donc, moi, je crois beaucoup plus à un système où il ne faut pas compter sur la conscience des gens. Quand je dis les gens, c'est pas vous ou moi, je suis un type intelligent. La conscience générale, tous. Bon. Parce que moi, je suis tombé dans ce domaine, donc maintenant, je fais attention, on utilise Quant. Vous ne trouverez jamais un truc sur mes enfants, sur ma femme, sur personne. Jamais sur un Facebook, nulle part. J'ai aucune donnée. Dès que quelqu'un prend en photo sur un truc avec ma famille, mes enfants, quand je vous ai trouvé, en tant que président de l'Observatoire, je vous ai trouvé sur Internet. J'ai lu des papiers. Par contre, à titre professionnel, j'inonde les réseaux sociaux parce que j'adore mon nombril et je veux qu'on continue à le regarder avec moi. Et ce qui est clair, c'est que, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que
Si on donne le pouvoir aux gens de contrôler leurs données par le seul truc qui les fasse réagir, c'est le porte-monnaie, là ça va commencer à être intéressant. C'est-à-dire que si tout à coup ma donnée peut me rapporter de l'argent, ou des services, comme le disait madame, alors là je vais peut-être un petit peu écouter. Et dans Day One, donc cet événement mondial, ça fait 15 mois qu'on est dessus, que rentre maintenant en 3 semaines à Monaco, que j'ai réuni à peu près tous les acteurs du monde entier pour débattre de ces sujets, prendre des décisions sur les sujets entre acteurs, ce à quoi je crois beaucoup plus que n'importe quelle législation, qu'elle soit européenne ou autre. Ben, si effectivement on fait des bonnes pratiques ensemble, et Clément le disait, il faut qu'on monte des modèles alternatifs. Et pour ça, il faut qu'ils aient la taille critique. Si vous voulez, pour qu'un Quant devienne un Google, c'est un modèle alternatif, puisqu'il préserve la donnée personnelle. Je veux dire, ils lui font un paquet de centaines de millions d'utilisateurs pour commencer à gagner de l'argent. Donc il faut qu'on lui donne des marchés colossaux. Et c'est là où je crois beaucoup à l'Europe et à l'Afrique, parce que les deux associés, ça fait 2 milliards d'individus, et là tout à coup, vous créez des modèles économiquement viables, alors que vous êtes dans un secteur digital qui perd du fric, même avec des modèles très très forts. Donc il faut du volume. Et si vous dites aux gens qu'en gros ils peuvent gagner des services ou de l'argent, après il faut savoir qui l'exploite, comment ça s'exploite, parce que tous les jours vous n'avez pas passé votre temps à dire ça je vends pas. Vous avez un job aussi dans la vie souvent. Donc, et là on a une jeune femme qui vient à Day One dans 3 semaines à Monaco, saoudienne, jeune femme. Donc si vous voulez, ça lui faisait 3 raisons de quitter l'Arabie Saoudite, en gros, pour faire simple. Donc elle est au Canada, sans surprise. Et donc elle vient parce qu'elle a monté un système qui justement va faire une sorte de, vous connaissez Litchi, ce coffre-fort où on fait une cagnotte entre copains de notre petite copine Céline. Et donc du coup, ben là, c'est la même chose mais pour votre donnée. Donc vous allez avoir une sorte de coffre-fort de toutes vos données, vous allez décider à qui vous la donnez ou pas. Et elle s'est concentrée sur la santé. Et ça qui est un sujet clé sur lequel la CNIL est en train de nous entraîner au XVIIe siècle. Parce qu'effectivement, à un moment donné, si on veut que la France soit un champion de la santé, ce qu'elle était jusqu'ici, il va falloir qu'on trouve un moyen d'ouvrir de la donnée et de l'exploiter pour qu'on n'ait pas besoin d'aller, comme on le fait aujourd'hui, acheter de la donnée de santé aux Américains parce qu'on ne veut pas ouvrir la nôtre. Enfin, c'est du délire absolu. Donc, et puis il y a données et métadonnées. Alors, sans être technique, je ne suis surtout pas. Il y a la donnée, c'est-à-dire, j'ai la donnée de monsieur, je sais ce qu'il a fait avant, d'où il vient, quel transport il a pris. Puis il y a la métadonnée. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai la donnée de tout le monde ici, je ne sais pas qui individuellement, mais j'ai une extrapolation de ce qu'a fait ce groupe de, je ne sais pas, 200 personnes ce soir. Ça, c'est de la métadonnée. Et on peut l'utiliser pour voir des tendances, pour faire des études, pour... Voilà. Et imaginez demain sur la donnée personnelle, Google veut devenir le premier acteur de la santé mondiale. Bon, il a commencé, on l'a vu, il y a 1 an et demi, à acheter des données en toute discrétion aux hôpitaux anglais, puis tout à coup, comme rien ne reste très discret longtemps sur Internet, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en exploitant vos données personnelles, il va vous promettre un truc très simple. Enfin, il faut que vous compreniez, excusez-moi, j'arrête après, c'est trop simple. En fait, j'arrête jamais. En réalité, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez qui est très très important. Et ça, c'est le premier truc par lequel on devrait commencer. La donnée a une importance à partir du moment où vous avez une vision de la société. Cette donnée n'a aucune importance si vous n'avez pas de vision de votre société. Il y a 2 visions dans le monde, la Chine et la Californie. La plupart des Californiens sont ce qu'on appelle des libertariens. Les libertariens, c'est le stade d'après-libéral. C'est-à-dire tout sur le marché, pas de gouvernement, etc. C'est Ayn Rand, si vous avez lu ça, la grève, qui est la Bible de tous les libertariens depuis des dizaines d'années. Et la plupart d'entre eux sont transhumanistes. Au moins 60% sont transhumanistes. C'est-à-dire qu'ils considèrent aujourd'hui que la religion nous a empêchés de dépasser nos barrières biologiques, qu'on va très vite pouvoir vivre au-delà de 120 ans. Et Peter Thiel, qui a fait PayPal, qui a fait Facebook, etc., finance tous les mouvements transhumanistes de la Terre. Moi, j'en aurais un. Notre premier débat, le jeudi matin 29 à Monaco, ça ouvre avec un prêtre du Vatican sur l'intelligence artificielle et un transhumaniste financé par Peter Thiel. Je savoure à l'avance ce débat qui va être assez extraordinaire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils nous vendent? Ils nous disent, les gars, moi, c'est pas grave, donnez-moi votre donnée, je vais vous faire vivre au-delà de 120 ans. Et le premier homme immortel existe déjà. Donc ils sont en train de vendre à chacun d'entre vous le seul truc auquel on est prêt à tout sacrifier, 90% d'entre nous, c'est-à-dire le fait de ne jamais mourir, même si c'est une stupidité profonde. Donc en réalité, à un moment donné, ils ont une vision de la société, et sans le savoir, on y adhère. Parce qu'ils nous la vendent par petits coups. Et nous, on n'a pas de vision. Donc la première urgence, c'est de fonder une vision, de mettre des modèles alternatifs, de leur donner la taille nécessaire, et de faire en sorte de se constituer une nouvelle planète Europe et Afrique, pour effectivement s'offrir un avenir d'éduquer les citoyens. Voilà. Et donc ça passe par l'éducation, et ça passe aussi, on pourra en parler tout à l'heure, par une forme de préférence européenne qui protège nos futurs géants européens
avant qu'ils se fassent dépecer par les autres. Alors, juste avant des perspectives, on va dire, enthousiastes, juste sur les abus qu'on peut constater. Bon, j'ai trouvé, j'y suis allé moi-même, donc vous pouvez y aller sur Internet. Il existe un site un peu comme celui que vous avez décrit, Clément, tout à l'heure, qui s'appelle Intellius.com, donc c'est un site américain qui permet tout simplement d'avoir accès à toutes les données des citoyens américains. C'est-à-dire combien de fois vous avez été marié, si vous avez divorcé, le nombre de condamnations aux propriétés immobilières, les dates, les lieux. Les chercheurs allemands ont même démontré, vous avez certainement lu des articles sur les compteurs Linky, où certains disaient qu'à cause de ça, on pourrait carrément tracer ce que vous regardez à la télévision. Et bien, des chercheurs allemands ont réussi à démontrer qu'en analysant la consommation électrique, c'est possible. Puisqu'il faut savoir que votre télé, en fonction de la luminosité et du contraste, émet une signature électrique qui apparemment serait différente et qui permet de savoir si vous avez regardé tel jour à telle heure. On a parlé de Facebook, Cambridge Analytica, 87 millions de données d'utilisateurs qui ont été essentiellement américains et qui ont servi notamment à influencer les élections. Je ne veux pas dresser un portrait noir, mais quand on nous dit quels outils on impose protéger, on en parle depuis tout à l'heure, le RGPD. Mais le RGPD à l'échelle de l'Europe, qu'est-ce que ça peut faire face à des GAFA qui ont une dimension internationale? Maître Borel, vous le disiez tout à l'heure, qui va aller porter plainte un jour contre Google? Donc est-ce qu'on est vraiment protégé au final grâce à des outils comme le RGPD avec la mise en place de tiers de confiance? Vous parliez de ça. Oui, alors c'est sûr que, alors moi si je reviens sur mon sujet qui est effectivement la ville, on travaille effectivement à ce qu'un service public comme une métropole par exemple, parce que aussi la métropole de Lyon était pionnière en matière de ces données, d'avoir une posture de tiers de confiance. Effectivement, on n'est que sur une partie des données, puisqu'on est sur tout ce qui a trait à la ville intelligente, on n'est pas sur l'ensemble de la santé, etc., même si il peut y avoir quelques données autour du social. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on se connecte sur la plateforme data, par exemple, de la métropole, on a différents niveaux de licence. Ça nous permet en fait quelque part de savoir qui réutilise cette donnée, et puis le fait d'être pionnier permet aussi de pousser des solutions, si on a des grands réutilisateurs de données que sont les GAFA, d'avoir peut-être des licences prohibitives ou avec un prix de la donnée qui permettrait peut-être qu'ils ne les utilisent pas. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'est qu'aux prémices de cette protection de la donnée. Le RGPD n'est que sur l'individu, mais bien évidemment, il y a l'ensemble de la protection des données d'une ville. Ça, c'est certain aussi. D'accord. Clément, vous, le RGPD, on a compris que vous étiez... Pour vous, c'est un outil utile et nécessaire. Oui, et qui ne vient pas de nulle part. J'ai pas la généalogie complète du RGPD, mais dans les étapes qui ont précédé son établissement, il y a eu en fait un jeune étudiant en droit autrichien, Max Schrems, qui a dénoncé les insuffisances du cadre réglementaire européen précédent, qui a donc attaqué Facebook aux tribunaux et qui a gagné. Ça a mis une pagaille dans les règlements juridiques qui régulaient les transferts de données entre l'Europe et les États-Unis. Et on a finalement accouché du RGPD pour renforcer la protection des données personnelles des citoyens européens. Donc face à tous les abus possibles que vous avez cités, moi je pense que les initiatives citoyennes, c'est pas une utopie, le RGPD nous le prouve. Ce petit étudiant qui est devenu avocat depuis et qui a concrètement vraiment eu une part importante dans l'établissement du RGPD nous le prouve. Et ce n'est qu'un début. Max Schrems a annoncé qu'il se montait en association avec des gens comme la Quadrature du Cercle, il y a d'autres associations de ce type, et qui se donnent pour mission d'être un peu les chiens de garde du RGPD pour aller attaquer les GAFA ou autres, Facebook qui viendrait faire du Cambridge Analytica sous le radar. Donc je pense que les initiatives citoyennes, c'est pas un vain mot, c'est pas un slogan, elles ont eu des effets et les organisations citoyennes ont un vrai rôle à jouer. On parlait de la CNIL tout à l'heure, je me demandais dans quelle mesure la CNIL avait une force des équipes de contrôle. Si ces équipes sont petites, on va avoir du mal à sanctionner l'application de la RGPD, sauf scandale détecté par des journaux, par exemple. Je pense que là, encore une fois, des activistes citoyens peuvent tout à fait
peuvent avoir un impact important sur la détection et la correction de ces abus. Donc vraiment, ce qui peut faire basculer, on va dire, la balance, c'est vraiment nous, citoyens, en fait, pour rééquilibrer les forces, en fait, face à la Citoyens domination. organisés, je pense que, encore une fois, il y a des structures associatives qui accumulent de l'expérience, juridique notamment, puisque c'est des combats d'avocats qui peuvent être très chers, et je pense qu'avoir une expertise accumulée au sein d'une association, c'est un atout formidable pour faire respecter ces droits. Denis, vous voulez lever la main, non? Réaction? Ah non, je crois pas fait. Non, Parce que pour le RGPD, on a compris que vous n'y croyez pas trop. Non, moi je crois beaucoup plus à ce que dit Clément sur le fait que les gens s'organisent. D'abord, si vous voulez, un règlement de loi, quoi qu'il arrive, c'est toujours la cristallisation au mieux du présent, mais la plupart du temps du passé. Or, la vitesse à laquelle évoluent ces technologies, leurs usages, rappelez-vous, pour ceux qui ont mon âge canonique, c'est il y a plus de 45 ans, il y en a quelques-uns, on fait ça, sans vous offenser. Rappelez-vous quand on ouvrait un bouquin de science-fiction quand on avait 10 ans, au mieux, 40 ans plus tard, il se réalisait. On disait, ah, tu te rappelles, quand j'étais petit, j'ai vu ça. Puis tout à coup, on a vu AI, on a vu Minority Report, on a vu des choses comme ça, et tout à coup, ah tiens, 7-8 ans plus tard, c'est marrant. Et puis là, vous avez Netflix avec cette série Black Mirror dont tout le monde a parlé, que vous avez peut-être vu, et dans la saison 2, je crois, il y a cette jeune femme, effectivement, qui se fait noter et qui note tout le monde à longueur de journée. Ça a fait rire tout le monde en disant vous imaginez quelqu'un qui note tout le monde qui se fait noter, ça n'existe pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, dans cet épisode, si je ne m'abuse, c'est qu'en fait, votre hiérarchie sociale est déterminée par les notes que vous avez des millions de gens qui notent. Et donc, du coup, il ne se passe plus un instant de la journée sans qu'elle note ou soit notée par quelqu'un. C'est quand même la base de l'ubérisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes, Airbnb, Uber, etc., vous notez la personne à qui vous louez un appartement sur Airbnb et la personne qui vous loue vous note aussi. Donc la notation est la base. Et on commence à tout liker. Au début, on se consentait de mettre le pouce en haut, le pouce en bas, un très romain comme on l'a fait. Et puis tout à coup, on commence à mettre des étoiles, 1, 2, 3, 4, 5. On s'en trouve de savoir exactement, qui me plaisait pas, j'ai mis 4, j'ai mis 5. Mais la notation n'est pas encore objectivée, mais tout à coup, on la pousse de plus en plus. Et Clément décrivait très bien un phénomène très très fort. Et on se disait, mais ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire que la fille, à la fin de l'épisode, elle n'a plus d'amis, elle ne peut plus accéder à aucun service, c'est une SDF numérique. Elle n'a plus un endroit, elle ne peut plus louer une voiture, sa carte de crédit est bloquée, elle ne peut plus trouver un job parce qu'elle est passée en dessous de 3, quelque chose et qu'en gros, c'est une non-existence sociale. Et donc on se dit, ouais, c'est une dérive, ça serait quand même bête, ça arrive comme ça. Ben oui, les deux applis principales d'Alibaba et Tencent en Chine, aujourd'hui, font ça. Il y a une sorte de mythique en Chine, vous ne rencontrez que des gens dont le système a accepté que vous les rencontriez et qui sont contrôlés par le gouvernement. Enfin, ce qui est fantastique, c'est qu'ils exploitent cette économie capitaliste et de façon incroyablement puissante et forte, avec tous les mécanismes, survalorisation, cotation, Nasdaq, valorisation de dingue, et en même temps, avec en permanence la certitude qu'on fait un bon petit citoyen chinois qui surtout ne dépasse pas les lignes telles qu'on les a définies. Et donc là, c'est plus 40 ans plus tard, c'est que ça existe déjà aujourd'hui en Chine. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des applis que vous utilisez, en particulier les Américains, commencent à être des applis qui sont contrôlées directement ou indirectement par les Chinois. Et qu'à un moment donné, cette data va remonter chez eux et qu'à un moment donné, elle va vous pousser à faire des choix que vous allez penser à être conscient, réfléchir, etc., mais qui ne sont pas les vôtres, et qui ne sont pas cette modalité de société que vous avez choisie. Moi, je crois beaucoup plus dans la capacité aujourd'hui, grâce à Internet, d'avoir des gens qui se rebellent et qui proposent autre chose. Parce qu'eux, ils seront toujours souples, adaptés dans le temps présent, voire même dans l'anticipation d'avenir, beaucoup plus que n'importe quelle réglementation qui se rentable. Et Laetitia le disait très justement, on n'est que 500 millions. La planète fera bientôt 10 milliards d'individus. Donc, le fait de réglementer un espace de 500 millions... C'est nécessaire, c'est vital. Voilà. Et à nouveau, le corollaire, c'est qu'est-ce qu'on fait en même temps pour faire naître des géants alternatifs avec des modèles alternatifs, et ça serait puissant. Société civile organisée, tiers de confiance, c'est une bonne combinaison. Oui, agir collectivement, effectivement tiers de confiance, et puis il y a un autre élément qu'on a touché du doigt, c'est l'éducation. Effectivement, aujourd'hui, on est dans cette guerre froide de la donnée, c'est une guerre, alors on ne se manifeste pas effectivement avec les attributs de tels qu'on connaît, mais peut-être que nous, notre génération, on est peut-être la chair à canon de cette guerre numérique en fait, et que les générations qui arrivent, elles sont plus alertes parce qu'on peut peut-être enseigner le code à nos jeunes, à nos chères têtes blondes dès la primaire, et
Et quelque part, pour faire une analogie un petit peu avec les 30 Glorieuses, où on avait l'emploi sans chômage, etc., et qu'on avait cette distinction entre les cols blancs, ceux qui avaient des études, et les ouvriers, ceux qui manipulaient l'outil industriel, et peut-être que plus tard, dans la génération qui arrive, il y aura ceux qui seront codés, et puis ceux qui utiliseront les outils numériques, et eux, ce seront nos ouvriers de demain, et qui ne maîtriseront pas cet outil numérique, ne feront pas ce qu'on fait de leurs données, subiront effectivement cette guerre numérique. C'est très intéressant. L'idée, c'était pas non plus de faire un résident de l'écrire forcément, mais il y a un danger, un risque qui existe et c'est important de l'avoir en tête. Mais pour autant, il y a des perspectives quand même qui sont encourageantes. Alors, vous parliez de transhumanisme. Si je ne m'abuse, Google vous propose pour quelques centaines d'euros de coder votre génome. L'argument qu'ils mettent en avant, c'est que c'est des données justement pour améliorer la santé au final du monde. Donc vos données servent au monde entier. Transhumanisme, alors après je ne sais pas qui est intéressé par l'immortalité ou pas, mais c'est un véritable intérêt. L'intelligence artificielle se nourrit de données à outrance et quand on voit ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, l'exemple que vous donniez sur l'agriculture, si on donnait cette capacité par exemple à des pays en voie de développement qui souffrent de famine, ils optimisent leur production, c'est un moyen. Donc en fait la donnée, est-ce que c'est finalement juste une évolution logique de notre société, une numérisation des annuaires qu'on a connus par le passé, ou est-ce que c'est vraiment un moyen de sauver le monde? Carrément. En fait, ça peut faire les deux. Un outil, à nouveau, on revient à la vision. C'est-à-dire, tout dépend de la vision qu'on a de l'outil. L'outil, il est bête, lui, il fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, si on lui dit collecte pour que je puisse organiser ma dictature et oppresser mon peuple, il va faire ce qu'on lui a dit. Si on lui dit donne-lui de quoi se libérer, s'éduquer, s'émanciper, il va le faire. Jusqu'au moment où on aura bâti des intelligences tellement fortes, alors est-ce que c'est dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, en réalité, personne ne le sait vraiment, mais on s'aperçoit que tout ce qu'on avait prévu à plusieurs dizaines d'années commence à se profiler en années, alors demain peut-être en mois. Donc du coup, tout ce qu'on pensait assez loin se rapproche de plus en plus. Donc du coup, l'outil, lui, il est bête. Donc il peut faire, prenez une pelle, vous pouvez aller labourer votre terre ou assommer votre voisin, c'est un choix, ça dépend de votre voisin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous analysez les choses, la santé personnalisée, on sait très bien qu'il y a 20% des médicaments qui peuvent soigner une personne et tuer une autre. Parce que simplement, elles ne sont pas faites pour votre métabolisme, etc. Donc la santé personnalisée, c'est juste un truc extraordinaire. Enfin, moi, j'ai perdu mon père trop jeune. Si aujourd'hui, on me donnait un outil pour qu'il soit toujours avec moi aujourd'hui, fantastique. Je veux dire, extraordinaire. Je vote, je paye, je veux même prendre des actions de Google, il n'y a pas de problème, bien évidemment, je le fais. Mais à un moment donné, il est clair que ça peut sauver ça. Aujourd'hui, nous, on est en train d'expérimenter, toujours avec des WAN, avec Liban, la technologie française, en Afrique, dans le Sahel. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 400 millions de personnes en danger, parce qu'effectivement, s'ils n'ont plus accès à l'eau, le désert continue à progresser, c'est 400 millions de personnes dans les 20 prochaines années, dont on ne saura pas quoi faire. Alors, si vous avez aimé les 80 000 Irakiens en Italie, je peux vous dire, 400 millions d'Africains, ça va vous faire tout le monde. Et donc, du coup, 400 millions de personnes en danger de devenir apatrides. Aujourd'hui, par des systèmes de blockchain, on peut mettre des productions de denrées agricoles, fruitières, légumières, etc., qui sont vendues directement à leurs acheteurs, les Unilever, les Leclerc, les Jim, les Walmart du monde entier, sans aucun intermédiaire. Ça veut dire qu'au lieu de toucher 5% de leur production demain, ils peuvent toucher 80 à 85% de leur production. Du coup, produire beaucoup plus, du coup faire reculer le désert, et on fait ça. Et moi je vois, parce que je suis dans une ONG qui s'appelle le SOSL, donc je suis dans le désert tous les 3 mois, on voit bien qu'à un moment donné, quand on donne des moyens technologiques, le désert, c'est comme l'armée italienne pendant la guerre, quand vous avancez, il recule. Donc du coup, c'est assez simple. Et on vous dit, mais quel est le rapport entre la data, du blockchain et le paysan sahélien? Bah ouais, ça peut sauver le Sahel en moins de 10 ans, vraisemblablement, moins de 12 ans. Donc ça, on peut le faire. Donc santé personnalisée, nos enfants, regardez à quel point l'éducation nationale est quand même l'un des systèmes les plus en retard du monde, pas seulement en France. Moi, je me rappellerai toujours quand Sarko avait fait le G8 du numérique à Paris, au Louvre, dans le jardin des Tuileries en 2000. J'étais rentré en France, donc ça devait être en 2000, je sais plus, enfin peu importe. Et il rassemble tous les grands acteurs du monde, et il y a le plus vieux qui vient, et c'est Rupert Murdoch, vous savez, le propriétaire, le magnat de la presse, etc. À l'époque, il avait déjà 153 ans, donc il doit en avoir 170 maintenant. Enfin, il devait avoir 80 ans. Sans notes, sans rien, il vient au pupitre, et un peu comme Shimon Peres en Israël, un type extraordinaire. Et il dit voilà,
Mon père est mort il y a 40 ans. S'il se réveillait aujourd'hui, il ne reconnaîtrait rien dans notre société, sauf une chose, l'éducation nationale. C'est le seul truc qui n'a pas évolué, qui n'a pas su évoluer avec ce système-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous prenez 30 élèves, déjà, s'il y a 25 ou 30 élèves dans une classe, et vous essayez de leur apprendre tous de la même façon. Ce qui est juste impossible, puisque génétiquement, en termes de cerveau, il n'y en a pas un qui réagit de la même façon. Les médicaments, 3 ou 4, etc. Donc, l'éducation personnalisée est fantastique. Comme la santé. On peut, grâce à la data, l'analyse de ce qu'ils font, etc. L'autre jour, j'ai vu une démonstration, et j'arrête par là, du marketing émotionnel. Il y a encore un truc de publicitaire, etc. Ça fait que vous mettez une caméra comme ça détecte tous vos yeux, vos regards, et ça analyse tous les muscles de votre visage, avec une précision forte jusqu'à 250 mètres. Donc j'ai eu la démo l'autre jour, c'est juste hallucinant, et c'est français. C'est Franck Capiro, vous verrez, il passe partout. Franck est un publicitaire bien connu, qui a sorti ce truc avec deux jeunes de Palo Alto qui ont quitté la Californie pour rentrer en France. Mouvement assez rare. Il faut en profiter, il faut les inciter. Et je vous donne la totalité de ce que vous avez pensé de cette soirée aujourd'hui, les moments où ça vous a rendu un peu coléreux, un peu en désaccord, les moments où vous êtes endormi, les moments où ça vous a excité, etc. Faites attention de vous exciter de toute façon. Mais malgré un corps parfait, un visage de rêve, mais sinon, mais c'est vrai que c'est un truc de dingue. Donc effectivement, la data peut servir aussi à détecter le taux d'attention des élèves, savoir quand on doit les récupérer, peut faire des trucs extraordinaires. Donc, oui, la data est un outil, elle peut faire des choses merveilleuses, elle peut faire des choses horribles. Tout dépend de savoir si on veut être du côté passif de celui qui l'a subi ou celui actif qui veut en décider. Je me rappelle, on avait eu une conférence sur l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil, c'est pas l'outil qui est mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait. Juste pour le côté accélération de notre société, dans les recherches, j'avais aussi trouvé ce chiffre, 90% des données que nous avons aujourd'hui ont été collectées les 2 dernières années. Donc effectivement, on voit qu'il y a un côté exponentiel dans ce phénomène. Bon voilà, on s'approche progressivement vers la fin de cette conférence. On va vous donner la parole parce que je pense que vous avez aussi votre avis sur la question. Peut-être des perspectives à plus court terme, Clément, par exemple des projets sur lesquels vous travaillez actuellement. J'ai un projet personnel qui m'excite beaucoup. C'est celui justement d'utiliser la donnée mais à des fins de création de services pour l'utilisateur plutôt que des données personnelles hors usage publicitaire justement. Et c'est d'utiliser toutes les données sur OpenStreetMap, qui est donc l'équivalent de Google Maps, mais un peu comme Wikipédia, c'est-à-dire que c'est contribué par des utilisateurs comme vous et moi. Ça cartographie le territoire, et l'idée c'est d'agréger ces données en fonction des préférences de l'utilisateur pour que cet utilisateur puisse choisir dans quel territoire il ou elle préférerait vivre. Et un deuxième projet que je dois citer puisque mon co-auteur est dans la salle, on appelle ça Datom, et c'est une méthode qu'on offre aux entrepreneurs pour créer des projets d'entreprise au service d'utilisateurs finaux, que ce soit des consommateurs, des citoyens, qui on veut. Donc une méthode basée sur des canevas et qui aide pas à pas à créer ces projets, et bien sûr à base de data. Merci. Laetitia, peut-être Tuba et vous-même. Oui, effectivement, donc, en fait, quasiment tous nos projets traitent de la donnée, qu'elle soit donnée d'une entreprise. Et nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller mixer les données d'entreprises qui ne se parlent pas forcément, en fait. On parle, alors je vais donner un exemple, il y a un projet qui est vraiment tout début. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'usagers, on a des travaux, alors on a Pardieu, mais pas que, mais dans tous les grandes villes c'est pareil. On a aujourd'hui des entreprises qui font des trous dans les trottoirs, dans les routes, etc. Il y a de la donnée disponible, et pourquoi à Orange, je ne vais pas travailler avec un GRDF, etc. et optimiser en fait le trou dans les trottoirs de manière à ce que ce soit pas ouvert du 1er au 15 par l'un, puis du 15 au 31 du mois par l'autre. Voilà, donc ça c'est un projet sur lequel on pense que la donnée va nous permettre d'optimiser le fonctionnement de la ville. Donc là, c'est vraiment au tout début du projet. Donc là, c'est un projet, on va dire, plus entreprise, mais qui impacte en fait notre utilisation de la ville aussi et le bien-être qu'on en retire. Ça, c'est un premier projet. Mais il y en a plein d'autres, alors je vous incite à venir nous voir, parce qu'en plus, on a un lieu ouvert, donc ça, c'est facile. Et puis, il y en a un autre, à part celui dont on a parlé sur les données personnelles, il y en a un aussi qui est très pragmatique, qui est
on travaille sur prototyper avec une clé d'expérimentation le pass urbain de la métropole de Lyon, avec qui va être un ensemble de services d'accessibilité aux lieux culturels, aux lieux sportifs, bien évidemment aux déplacements métro, bus, etc., parking. Et là, notre objectif, c'est de prototyper les services. Donc on parle effectivement, il y a de la donnée, oui, mais ce qu'on regarde, c'est bien les services et les usages. Et notre objectif, c'est de prototyper les services de ce pass, qui s'appelle Pass Traboul, et de le prototyper dans sa génération 1 avec des clés d'expérimentation, et on envisage d'aller jusqu'à 4000 clés d'expérimentation sur ce pass urbain. Voilà. Denis, on avait comprendre le Day One, 29 novembre, si j'ai bien compris, on pourra avoir accès à une rediffusion, parce qu'en fait, du vaccin, par l'intelligence politique, ça bien sûr, oui, mais c'est fait pour ça. En fait, les projets, moi j'ai un vrai problème, c'est que j'ai jamais su faire une chose à la fois, sinon je m'ennuie. Donc je suis un vrai feignant dans le sens où je dois passer à plusieurs activités. Donc je suis un vrai génération digital native, en fait j'ai un taux de concentration catastrophique. Donc il faut que je passe d'un sujet à l'autre très régulièrement, sinon je m'ennuie. Et où j'ai l'impression de travailler, ça c'est insupportable pour moi. Donc travailler, c'est pas possible. M'amuser, oui. Donc du coup, et là pour la première fois de ma vie, puisque j'ai monté ma première boîte à 27 ans, la première fois de ma vie en 20 ans, alors depuis 15 mois sur Day One et depuis ces 3 derniers mois, j'ai bossé 7 jours sur 7, 17 heures par jour. Et depuis 3 mois, ça ne m'était pas arrivé depuis l'âge de 27 ans, ça commence à tirer un peu. Et c'est pour la bonne cause. Donc moi j'ai décidé que ma vie, pour les 10 prochaines années, consistera effectivement à lancer un mouvement mondial qui va réfléchir à l'impact du digital, non pas pour faire des beaux débats, tout le monde est capable de les faire, mais pour prendre des décisions. Donc on veut monter le premier événement mondial qui va se ponctuer par des décisions financées et qui seront implémentées dans le monde entier par tous les acteurs. J'ai la chance d'avoir réussi à réunir une trentaine de patrons et patronnes de toutes les plus grosses boîtes du monde qui vont venir à Monaco, mais aussi des start-upers, des scientifiques, il y a autant d'hommes que de femmes, c'est rare, dans beaucoup de pays, 50% de femmes speakers sur scène. Et on lance ça, ça fait 15 mois qu'on bosse dessus, j'ai quasiment tout abandonné, mes boîtes, je suis en train de vendre ce qui reste. Je veux que ce soit mon projet de vie pour les 10 prochaines années. Et on va essayer de monter le jeudi 29, d'annoncer qu'on va lancer une fondation d'1 milliard de dollars dont l'objectif sera d'utiliser cet argent pour apprendre à reconvertir ou pas les gens qui vont perdre leur job à cause de l'automatisation associée à la data et l'intelligence artificielle, parce que on pense, je crois justement malheureusement, que ça va être un tsunami sur l'emploi dans les 15 prochaines années, et qu'en gros, vu ce qui se passe politiquement dans le monde, on n'avait franchement pas besoin de ça. Je vous rappelle quand même qu'il y a 30% de plus de dictatures qu'il y a 15 ans dans le monde, donc c'est reparti à la hausse. Alors si vous ajoutez ça à tous les algorithmes qui prennent le pouvoir un peu partout dans le monde, c'est bon. Et donc c'est simplement que les gens ne croient plus au futur, donc il faut leur redonner foi dans le futur. Et donc pour ça, il faut leur prouver qu'on travaille dessus. Donc Day One, l'objectif c'est des décisions appliquées dans le monde avec cette fondation d'1 milliard. On va apprendre à reconvertir un ouvrier chinois, un chauffeur de poids lourd américain, puisque 500 000 d'entre eux perdront leur job à partir de 2021. Et on va voir si on est capable de trouver les bons bassins d'emploi pour les mettre, y compris en réfléchissant aux petits territoires qui meurent. Là, on est à Lyon, à Paris, etc. La vie est relativement belle, on se plaint tout le temps, mais c'est pas si mal, quoi. Mais en réalité, moi je viens d'un petit bled de Basse-Normandie, il n'y a plus rien. C'est typiquement le bled français où il reste que l'hôpital comme premier employeur. Je veux dire, ça n'excite personne. Donc du coup, voilà, c'est ça. Donc mon premier bouquin, donc, qui ne savait pas écrire il y a quelques années, enfin pas écrire dans un style lisible, va sortir, le deuxième va sortir au mois de janvier, donc sans surprise, qui s'appellera Pourquoi votre patron sera chinois. Donc livre un peu provocateur sur la montée en puissance de la Chine, après vulgarisation ennemi qui vous veut du bien, point d'interrogation. Et donc voilà, donc bouquin, Day One, et en gros pour les 10 prochaines années, je ne veux pas entendre parler d'autre chose, juste les sujets qui comptent pour les gens. Jamais. Bon, un grand merci messieurs. Avant de se quitter, alors, voilà, vous avez écouté pendant une bonne heure. Questions, réactions, les datas, vous pour, contre. N'hésitez pas à poser vos questions. Monsieur, bonsoir, peut-être juste vous présenter, qu'on sache qui vous êtes. Oui, bonjour à tous, Michel Guillot, je suis administrateur au Mouvement français de la qualité. Une petite question concernant le RGPD. Bon, il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet. J'ai retenu une chose, peut-être j'ai fait une erreur. J'ai retenu que le RGPD était archaïque parce qu'il était fondé sur la notion de la collecte des données dans des ordinateurs fixes.
alors que les données, au jour d'aujourd'hui, circulent de partout, de par le monde. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Maître Borel, vous êtes notre expert, vous allez peut-être nous éclairer sur le RGPD. Le RGPD, c'est une loi, donc la loi elle est générale et impersonnelle, elle doit s'appliquer à tout le monde, donc en fait elle met les barrières à droite et à gauche, et à l'intérieur de cette fourchette, chacun est libre un peu de réglementer. On a préféré remonter d'un cran la discussion sur le RGPD et de regarder la collecte de ces données, peu importe par quel moyen. Si on constitue un fichier papier, en théorie, si on note pas de façon informatique mais de façon manuelle, et qu'on collecte ces données, on rentre dans cette problématique de RGPD. Maintenant, effectivement, économiquement, c'est impossible et on n'arrive pas à le monnayer pareil, mais en théorie, la loi s'applique à ces données. Donc on a regardé plutôt l'action, le fait de collecter des données, plutôt que par quel moyen on arrive à collecter ces données. C'est tout propre des lois qui essaient de s'appliquer à plusieurs cas de figure. Et comme on est en matière informatique, puisque c'est d'abord là que ça s'applique, et qu'on les pense nationales, on a essayé également de regarder uniquement cette collecte appliquée à une entreprise ou un citoyen européen pour pouvoir le rattacher par rapport à la législation européenne. Merci pour ces précisions. Alors, monsieur, je vous apporte le micro. Bonsoir. Bonsoir et merci aux trois intervenants et merci du choix que vous avez fait pour avoir effectivement une vision assez large sur la problématique qui nous occupe ici ce soir. Je voudrais simplement mettre en relief, chacun de vous a dit des choses intéressantes, ce qui s'est dit en dernier par Denis Jacquier. La création de cette fondation, parce que je crois que l'on ne voit pas, et nos politiques, même s'ils en ont conscience aujourd'hui, n'en parlent pas suffisamment, le risque de tsunami qui va emporter effectivement, entre autres, le monde du travail. Et il est bien de le pouvoir d'en parler, de pouvoir en parler comme on a fait ce soir, mais aussi d'apprendre en direct, pour moi en tout cas, la création de cette fondation, puisse-t-elle être considérée comme exemple pour ce que l'on doit faire dès maintenant, c'est-à-dire pas dans 15 ans, dès maintenant. Alors j'ai anticipé par rapport à ce que vous disiez sur les choses en ce qui me concerne, parce que le dernier de mes petits-fils me parle en mandarin, donc c'est déjà un avantage effectivement pour le monde de demain. J'ai bien compris qu'il sera chinois. Merci. Merci à vous pour cette contribution. Autre question, réaction, juste partager une expérience autour des données. Alors madame, je vous ai vu. Bonsoir. Alors moi j'ai une question pour les organisateurs. Pour s'inscrire, on a dû rentrer nos données. Mais voilà. Je pense qu'on vous apportera ces éléments de réponse peut-être pendant le cocktail. Tu vas répondre, Steven? Alors. Et Steven Dolgo, organisateur. Vos données, elles sont toutes compilées au sein d'une base de données qu'on ne qualifie pas. Donc en fait, on n'a pas la possibilité de savoir exactement qui est venu, etc. Ça nous permet juste de vous envoyer, si vous le souhaitez, des newsletters sur l'activité économique de la région et sur les événements qu'on organise. Et si vous souhaitez vous désinscrire, vous vous désinscrivez. Voilà. Rassuré. Merci, madame, vous avez vu. Donc je suis la directrice du programme Data aussi, également à Lyon, pour lequel on fait de la recherche, et je suis consultante également de déploiement de projets Data. Donc c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, ce que disait monsieur. Effectivement, je trouve cette association extraordinaire, puisqu'il y a une quarantaine d'années, donc je suis data miner chez IBM, et il y a une quarantaine d'années, on savait travailler d'un point de vue physique, ce qu'on appelle les systèmes experts. Et les systèmes experts, par exemple, on prend Lafarge, on pouvait tout à fait robotiser avec zéro défaut pour pouvoir préparer du ciment. Lafarge et d'autres sociétés type Areva pour l'uranium enrichi ont refusé d'utiliser ces systèmes experts à l'époque, même encore récemment, pour éviter justement qu'on ait des gens laissés sur le côté, où on va avoir aussi un système au niveau de relations internationales, où on va inverser tous les rapports nord-sud. Donc je voulais vous remercier effectivement de nous éclairer. J'avais reçu l'invitation d'Ewan, mais je ne savais pas qu'on allait aller là-dessus, et comment les gouvernements vont éventuellement se positionner, puisqu'il faut savoir que si on n'a plus de masse salariale,
Il y a des politiques qui commencent à réfléchir sur comment taxer les robots, et une fois que les invests seront faits. Donc on est déjà une étape plus loin. Et donc je pense comme vous qu'il va falloir également se rebeller, et que les jeunes qui sont ici, voilà, c'est à eux également de prendre en charge ça. Donc votre association m'intéresse personnellement et professionnellement. Voilà. Écoutez, en fait, c'est un bon débat parce que en réalité, la taxe sur les robots, c'est une relative illusion. C'est-à-dire que beaucoup de gens confondent, pas vous, mais l'automatisation et la robotisation. Donc, en gros, les études qui ont été faites les plus récentes prouvent que chaque activité humaine, n'importe quel des métiers que vous êtes en train de faire, est automatisable dans le sens collecte de la donnée, process de la donnée, analyse et prise de décision, entre 47 et 92%. Donc on estime que dans les 15 prochaines années, il n'y a pas un job sur Terre, qui ne soit pas automatisable, au moins à 47%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un robot qui prend votre place, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les jours, vous et moi, on voit des choses, on les lit, on les processe, on prend une décision, on discute, on interagit, ça, une partie de ce process, dès qu'il est roboratif et qu'on peut le reproduire relativement facilement, va être automatisé. Donc la version optimiste des choses, c'est bien parce que l'homme va se concentrer sur ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire prendre la décision, l'organiser collectivement, etc. Bon. Moi, ma première réflexion, c'est de me dire, je suis entrepreneur depuis 27 ans, je suis pas l'entrepreneur, c'est bien, hein, moi j'adore les entrepreneurs, mais on est aussi là pour gagner un peu d'argent. Et quelque part, si on me dit que la plupart de mes salariés sont automatisés à 47%, ma réaction assez logique va être de me dire pourquoi je continue à les payer à 100%. Bon. Donc, vous prenez le débat sur les EHPAD, sur les hôpitaux, on va dire si on automatise une partie, entre la partie robotisée et la partie automatisation, on va libérer les aides-soignantes, les infirmières, etc. Ils vont pouvoir se concentrer sur le patient. Voyant les déficits sociaux qu'il y a dans tous les pays du monde autour de la santé, puisque le monde vieillit, je vous rappelle que la France avait 42 ans dans les années 70, elle en aura 62 en 2030. Donc bien évidemment la population est âgée, encore plus au Japon où elle est déjà pratiquement 70 ans de moyenne d'âge, déjà depuis plus de 15 ans. Donc c'est-à-dire que ça va nous coûter très cher. Donc en attendant que la médecine personnalisée règle le problème, et puis après si on est immortel et tout stupide, ça mon troisième bouquin, le titre c'est Crétin mais immortel. Donc, immortel ne veut pas dire invincible, immortel on peut quand même. Oui, tout à fait, heureusement. On aura quand même encore un percin ou deux, mais l'idée c'est vraiment de dire, à un moment donné, les déficits sont quand même là. Bon, l'infirmière pourrait peut-être s'occuper mieux du patient, mais en fait, si je supprime une partie de son activité, c'est moins de coûts, et donc le système va revenir à l'équilibre. Donc, moi je me souviendrai toujours d'un des premiers débats que j'ai fait à la télé, c'était sur BFM, je crois, avant le Brexit. Et j'avais un de ces économistes, les économistes, c'est des gens qu'il ne faut jamais écouter quand on veut parler de la vie, il faut parler du passé et encore. Et donc, l'économiste me disait, mais regardez, Denis Jacquet, vous n'y connaissez rien, c'est un petit entrepreneur, regardez, l'Angleterre, ça se passe super bien, ils sont à 4,5% de taux de chômage, les gens sont heureux, et bien sûr qu'ils vont voter pour le maintien dans l'Europe. Je lui ai dit, mais abruti, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais pas très loin. D'ailleurs, Nicolas Dose avait dit, bon, les gars, arrêtez un peu, parce qu'on est quand même à l'antenne. Je lui ai dit, mais vous êtes descendez de votre perchoir un peu. Quand vous avez des gens qui sont passés d'un job à 100 000 livres et qui l'ont à 25 000, oui, ils ont un job, mais vous croyez qu'ils sont contents? Donc ils vont dire, il faut qu'ils trouvent un coupable. Le coupable, à l'époque, c'était l'Europe. Quand vous avez un mineur, Caroline à qui Trump a promis qu'il allait continuer à extraire du charbon. Vous savez combien gagne un mineur aux États-Unis? C'est 100 000 avec les prix du risque. Un chauffeur de poids lourd, il peut faire entre 80 et 120 000 $. Ce qu'on lui propose en échange aujourd'hui, c'est un job de service, 25 000 $ en moyenne. Ça veut dire qu'il ne pourra pas financer les études de ses enfants demain qui coûtent une fortune aux États-Unis. Donc, soit vous êtes économiste de salon comme ce type, vous dites, regardez, 3,9% de chômage aux États-Unis, les États-Unis vont bien. Et qu'est-ce que tu fais des 16 millions de personnes dans le centre des États-Unis qui ont juste renoncé à chercher un emploi parce qu'ils n'en trouveront plus jamais? Bon. Et donc ces gens-là, tu crois qu'ils vont voter pour eux? Donc du coup, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le danger, c'est d'observer ces mouvements pour savoir comment on va faire et de redonner de l'espoir aux gens, et pour ça, on ne peut rien trouver de mieux que d'essayer de voir si on peut les convertir. Si on y arrive, on sera super content, et je me serais trompé, et je serais très heureux, franchement, et j'aurais généré une ligne d'utilité, je pourrais passer à autre chose. Et je serais tout à fait ravi, je pourrais me mettre à faire du sport à 5 heures par jour et tout irait bien. Mais de l'autre côté, si ce n'est pas le cas, on servira aussi de whistleblower, on appelle ça, c'est-à-dire de siffleur d'alerte, en disant, mais les gars, sur un job
qu'on crée, il y en a 5 qui se détruisent, le compte n'y est pas. Et je finis vraiment par ça, Foxconn, la plus grosse boîte mondiale, j'ai rencontré Terry Cook et son président, 1 700 000 employés, dont 2 tiers en Chine, 1 tiers à Taïwan. Il a prévu en 2030 qu'il aurait à la place 300 000 employés et 1 million de robots. Ma question, c'est, multiplié par le nombre de boîtes qui vont faire la même chose, qu'est-ce qu'on fait des autres? Eh bien, l'avenir nous dira. Bien, voilà, nous arrivons au terme, comme j'ai l'habitude de dire, quand on traite de sujets passionnants, le temps passe vite. Un grand merci à nos intervenants, je vous demande d'applaudir bien fort. Merci. Un grand merci à vous également pour votre participation et pour être venus en nombre. Comme vous le savez peut-être, Acteurs d'économie vous propose un cocktail. On pourra continuer les débats de manière un peu plus informelle autour d'un verre. Merci encore à tous et bonne soirée. Au revoir.